À la sortie de l'hôpital américain de Neuilly, mon fils Olivier m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Écoute papa, franchement, tu deviens un poids ». Le silence dans sa Mercedes a été si lourd que j'ai cru entendre mon cœur s'arrêter. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant mes 50 ans de carrière de chirurgien, j'avais appris à garder mon sang-froid, même dans les situations les plus choquantes. Et ce qu'il ne pouvait imaginer, c'est que le poids qu'il venait d'insulter pesait exactement 160 millions d'euros. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire d'où regardez-vous cette histoire. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Michel Renaud. J'ai 82 ans et j'ai passé ma vie à réparer ce que d'autres avaient brisé. Colonne vertébrale fracturée, genoux détruits, hanches pulvérisées. Pendant un demi-siècle, mes mains ont remis debout des milliers de personnes qui pensaient ne plus jamais marcher. J'étais chirurgien orthopédiste à l'hôpital américain de Neuilly, puis j'ai ouvert ma propre clinique dans le 16e arrondissement. Les plus grandes fortunes de France sont passées sur ma table d'opération. Des industriels, des banquiers, des artistes, tous venaient de me voir quand leurs os criaient « grâce ». Ma femme Marguerite et moi, nous avons eu 2 fils. Alexandre, l'aîné, 58 ans aujourd'hui, qui a repris l'agence immobilière de mon beau-père. Et Olivier, le cadet, 55 ans, qui s'est lancé dans la promotion immobilière. 2 garçons que j'ai toujours aimés, même si, comment dire, ils n'ont jamais vraiment compris la valeur du travail comme leur mère et moi l'entendions. Marguerite est partie il y a 10 ans. Un cancer foudroyant qui ne lui a laissé que 3 mois. 3 mois pendant lesquels elle m'a répété « Michel, méfie-toi. Les garçons ne voient que l'argent maintenant. Ils ne te voient plus, toi. » J'ai cru qu'elle dramatisait. La maladie, parfois, rend amère. Mais 10 ans plus tard, dans cette Mercedes qui sentait le cuir neuf et l'aftershave hors de prix d'Olivier, j'ai compris qu'elle avait vu juste. Tout a commencé il y a 1 mois. J'habite un hôtel particulier avenue Foch depuis 35 ans. 6 étages, 18 pièces. Un petit bijou du 19e siècle que j'avais acheté pour une bouchée de pain en 1990, quand le 16e n'était pas encore devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ce soir-là, je descendais au rez-de-chaussée pour prendre un livre dans ma bibliothèque. Je connais chaque marche de cet escalier par cœur. J'ai dû le monter et le descendre 50 000 fois en 35 ans. Mais cette fois, ma canne en ébène a glissé sur le parquet que la femme de ménage venait de cirer. La chute a été terrible. Je me suis retrouvé au bas des marches, la hanche droite en feu et l'épaule gauche complètement déboîtée. À mon âge, une chute comme ça, c'est souvent le début de la fin. Je le savais mieux que personne. Combien de patients avais-je vu arriver aux urgences dans le même état pour ne jamais retrouver leur autonomie? Mon téléphone était resté en haut. Impossible de bouger sans hurler de douleur. J'ai attendu là, couché sur le marbre froid de mon hall d'entrée, en pensant que c'était peut-être ainsi que tout se terminerait. Seul, dans ma propre maison, comme un vieux roi déchu dans son château vide. Heureusement, Emma est passée me voir. Emma, c'est ma petite fille, la fille d'Olivier, 21 ans, étudiante en 3e année de médecine à la Pitié-Salpêtrière. Cette enfant a toujours été différente des autres. Là où ses cousins ne pensaient qu'aux marques de luxe et aux voitures de sport, elle rêvait de soigner, comme son grand-père, disait-elle toujours avec ce sourire qui me rappelait tellement sa grand-mère. Quand elle m'a trouvé, étendu dans l'entrée, elle n'a pas paniqué. Elle a gardé son calme, a appelé les secours et m'a parlé doucement en attendant l'ambulance. « Grand-papa, tout va bien se passer. Tu m'as appris que les os, ça se répare. On va te réparer. » Cette gamine de 21 ans avait plus de maturité que mes 2 fils réunis. L'ambulance m'a emmené à l'hôpital américain. Ironie du sort, je me retrouvais patient dans l'établissement où j'avais officié pendant 20 ans. Les infirmières me reconnaissaient, les internes venaient de me saluer. « Docteur Renaud, vous nous avez tellement appris. » Ça me faisait chaud au cœur, mais ça me rappelait aussi cruellement que j'étais désormais de l'autre côté de la barrière. Le diagnostic était sérieux, fracture du col du fémur, luxation de l'épaule,
3 côtes fêlées. À 82 ans, il fallait opérer rapidement. Mon ancien collègue, le docteur Moreau, s'est chargé de moi personnellement. Michel, vous allez vous en sortir, mais il va falloir de la rééducation. Beaucoup de rééducation. J'ai passé 3 semaines dans cette chambre du 3e étage, avec vue sur le bois de Boulogne. 3 semaines pendant lesquelles j'ai eu tout le temps de réfléchir à ma vie, à mes choix, à ce qui comptait vraiment. Et surtout, 3 semaines pendant lesquelles j'ai pu observer le comportement de ma famille. Emma venait me voir tous les jours, vous entendez? Même quand elle avait cours, même quand elle avait des examens. Elle arrivait avec ses livres de médecine, s'installait dans le fauteuil à côté de mon lit, et on discutait. De ses études, de mes souvenirs d'hôpital, de la médecine d'aujourd'hui comparée à celle d'hier. Cet enfant buvait mes paroles. Elle voulait tout savoir. Comment j'avais développé ma technique pour les prothèses de hanche, pourquoi j'avais choisi l'orthopédie plutôt que la cardiologie, comment on gère la pression quand on a une vie entre les mains sur la table d'opération. Grand-papa, me disait-elle un jour, j'espère qu'un jour je serai aussi bonne chirurgienne que toi. Et moi, je la regardais, cette gamine aux yeux brillants d'intelligence et de passion. Et je me disais que finalement, quelque chose de moi allait survivre. Pas par mes fils, non. Par cette petite fille qui avait hérité de mon amour pour la médecine et de ma conscience professionnelle. Mais mes fils, mes fils. Alexandre, l'aîné, est passé me voir 3 fois en 3 semaines. 3 fois. Et encore, jamais plus de 20 minutes. Il arrivait toujours pressé, regardait sa Rolex toutes les 2 minutes et parlait surtout de ses problèmes d'agence immobilière. Tu sais, papa, le marché est compliqué en ce moment. Les taux remontent, les clients hésitent. Il ne m'a jamais demandé si j'avais mal, si j'avais besoin de quelque chose, si j'avais peur. Non. Alexandre venait faire acte de présence, comme on pointe à l'usine. Sa femme Delphine l'accompagnait parfois. Une femme froide comme un iceberg, qui me regardait toujours comme si elle évaluait la valeur des objets dans ma chambre d'hôpital. Michel, j'espère que vous n'êtes pas trop inquiet pour la maison, avec tous ces objets de valeur. Les objets de valeur. Voilà ce qui l'intéressait vraiment. Et Olivier, mon petit dernier, celui que Marguerite appelait son bébé même quand il avait 40 ans, il est venu me voir exactement 2 fois. 2 fois en 3 semaines. La première, il était au téléphone pendant la moitié de la visite, à négocier je ne sais quel projet immobilier à la Défense. Oui, on maintient le prix. Non, je ne descends pas à 4000 le mètre carré. Bon, écoute, je te rappelle, je suis à l'hôpital avec mon père. Mon père, pas papa, pas mon vieux père que j'aime. Non, mon père, comme s'il s'acquittait d'une corvée administrative. La 2e fois qu'il est venu, il était avec Karine, sa femme. Karine, décoratrice d'intérieur pour une clientèle haut de gamme, toujours tirée à 4 épingles, toujours parfaite. Trop parfaite. Le genre de femme qui ne transpire jamais, qui ne froisse jamais ses vêtements, qui ne montre jamais ses émotions. Ce jour-là, elle portait un tailleur Chanel que j'estimais à 5000 €, pour venir voir son beau-père à l'hôpital. Ils sont restés 15 minutes. 15 petites minutes pendant lesquelles Olivier a surtout parlé de lui, ses nouveaux projets, sa nouvelle Mercedes, le voyage en Thaïlande qu'il préparait pour Noël. Tu comprends, papa? Avec tout ce stress au bureau, on a besoin de décompresser. Karine, elle, regardait par la fenêtre comme si elle s'ennuyait profondément. À un moment, elle a dit « Michel, vous devriez peut-être réfléchir à vendre cette grande maison. À votre âge, c'est beaucoup trop grand, et dangereux en plus, vu ce qui vient d'arriver. Vendre ma maison. La maison où j'avais vécu 35 ans avec Marguerite. La maison où mes enfants avaient grandi, où Emma avait fait ses premiers pas, où j'avais organisé les plus belles fêtes de Noël de ma vie. Vendre ça? Pourquoi? Pour me retrouver dans un appartement aseptisé quelque part? On verra. J'ai répondu calmement. Mais quelque chose, au fond de moi, s'était réveillé. Une petite alerte, comme quand on sent qu'une opération va mal tourner avant même d'avoir ouvert le patient.
Les jours passaient et je me sentais de plus en plus seul. Oh, le personnel de l'hôpital était aux petits soins. Mes anciens collègues passaient bavarder. Mais ma propre famille, mes propres fils, ils brillaient par leur absence. C'est Emma qui m'a tenu informé de ce qui se passait dehors. Tu sais, grand-papa, papa et oncle Alexandre discutent beaucoup en ce moment. Ils sont toujours fourrés ensemble, à chuchoter. Et maman passe son temps au téléphone avec tante Delphine. Cet enfant était perspicace. Trop, peut-être. Un jour, elle m'a même dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Grand-papa, papa a demandé à maman si elle savait combien valait ta collection de tableaux. Et aussi si tu avais fait un testament récemment. Ma collection de tableaux. Ah, il s'y intéressait enfin. 23 toiles que j'avais achetées au fil des ans. Des Monet, des Renoir, des Pissarro, quelques Sisley. Des œuvres que j'avais acquises petit à petit, quand j'avais commencé à bien gagner ma vie dans les années 80. À l'époque, ces peintres n'atteignaient pas encore les prix fous d'aujourd'hui. J'aimais ces toiles, pas seulement pour leur valeur, mais pour leur beauté. Marguerite et moi, on passait des heures à les contempler dans notre salon. Mais eux, mes fils, ils ne voyaient que les euros. Combien ça vaut? Où est le testament? Est-ce qu'on pourrait vendre? Toujours cette même obsession de l'argent. Le soir de ma 3e semaine d'hospitalisation, le docteur Moreau m'a annoncé que je pouvais sortir le lendemain. Michel, vous avez fait des progrès remarquables pour votre âge, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Il faudra continuer la kinésithérapie, bien sûr, et faire attention aux escaliers. Mais vous retrouverez votre autonomie. J'étais heureux. Enfin libre de retrouver ma maison, mes habitudes, mes souvenirs. J'ai appelé Olivier pour lui annoncer la bonne nouvelle et lui demander s'il pouvait venir me chercher le lendemain matin. Ah oui, d'accord, papa. Quelle heure? Pas de joie dans sa voix, pas de soulagement. Juste de la résignation, comme s'il acceptait une corvée supplémentaire dans son planning. Vers 10 heures, si ça ne te dérange pas. Bon, d'accord. À demain. Et il a raccroché. Pas de « je suis content que tu ailles mieux ». Pas de « j'ai hâte de te ramener à la maison ». Rien. Le néant émotionnel absolu. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. Quelque chose me tracassait sans que je puisse mettre le doigt dessus. Une inquiétude sourde, comme quand on sent qu'un diagnostic va être mauvais avant même d'avoir reçu les résultats des examens. Le lendemain matin, je me suis préparé soigneusement. J'ai remis mon costume gris anthracite, celui que Marguerite aimait tant. J'ai noué ma cravate en soie bleue, j'ai brossé mes cheveux blancs. Un chirurgien, même à la retraite, même diminué, se doit de garder sa dignité. À 10 heures pile, Olivier est arrivé. En retard, bien sûr. Il était 10h20 quand il a poussé la porte de ma chambre. Il portait un costume de chez Charvet que j'estimais à 3000 €. Des chaussures italiennes, une montre Patek Philippe. Mon fils était devenu un homme riche, très riche même. Plus riche que je ne l'avais jamais été en fait, malgré ma belle carrière de chirurgien. « Salut papa, tu es prêt? Bonjour Olivier. Oui, je suis prêt. Pas d'embrassade, pas de « comment tu te sens ?» Pas de « j'ai eu si peur pour toi ». Non, juste cette froideur polie qu'on réserve aux relations d'affaires. L'infirmière m'a accompagné jusqu'au rez-de-chaussée en fauteuil roulant. Protocole oblige. Olivier marchait à côté, le téléphone collé à l'oreille. Non, je te dis qu'on maintient le planning. L'architecte vient lundi, les ouvriers commencent mardi. Quoi? Non, on ne peut pas reporter, on a déjà trop perdu de temps. Nous sommes sortis de l'hôpital sous un ciel gris de novembre. Paris sentait l'automne et les feuilles mortes. Olivier avait garé sa Mercedes noire juste devant l'entrée. Une classe S flambant neuve avec ses sièges en cuir qui coûtent plus cher que le salaire annuel d'une infirmière. Il m'a aidé à m'installer sur le siège passager. Je dois reconnaître qu'il a pris cette peine. Puis il a mis ma petite valise dans le coffre. Le moteur de la Mercedes s'est mis en marche dans un ronronnement feutré. Nous avons quitté l'hôpital américain en direction de l'avenue Foch. Pendant les premiers kilomètres, nous n'avons pas parlé. Olivier conduisait en écoutant les infos économiques sur BFM Business. Les cours de la bourse, l'évolution de l'immobilier parisien, les perspectives de croissance. Sa vie, quoi. Moi,
Je regardais défiler Paris par la vitre. Cette ville que j'aimais tant, où j'avais vécu toute ma carrière, où j'avais soigné tant de gens. Nous passions devant l'Arc de Triomphe, puis nous remontions l'avenue Foch. Ma rue, ma maison se rapprochait. C'est là qu'Olivier a éteint la radio et s'est éclairci la gorge. Je me suis tourné vers lui, pensant qu'il allait me demander comment je me sentais, si j'avais besoin de quelque chose pour mon retour à la maison. « Écoute, papa. » Il a marqué une pause, les mains crispées sur le volant de sa Mercedes. « Franchement, tu deviens un poids. » Les mots sont tombés comme un coup près. Net, froid, définitif. Tu deviens un poids. Mon propre fils, la chair de ma chair, l'enfant que j'avais nourri, éduqué, aimé pendant 55 ans, venait de me dire que j'étais devenu un poids. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas physiquement. Mes os réparés tenaient bon. Non, c'était plus profond que ça, plus définitif. C'était la confiance qui se brisait, l'amour paternel qui volait en éclats, la fierté qui s'effondrait. On va devoir penser à une solution de pérennisation, a continué Olivier sans me regarder. C'est plus possible comme ça. Cette chute, c'est un signal d'alarme. La prochaine fois, tu pourrais te tuer. Et nous, on ne peut pas être sur le pont 24 heures sur 24. Une solution de pérennisation. Il parlait de moi comme d'un dossier à traiter, d'un problème à résoudre, pas comme de son père. On a regardé plusieurs établissements avec Karine, a-t-il poursuivi. Il y a des résidences très bien maintenant, très bien équipées. Tu aurais tes soins, tes repas, tes activités. Tu serais en sécurité. Des établissements, des résidences. Il ne prononçait même pas le mot « maison de retraite », comme si cet euphémisme allait rendre la pilule moins amère. Nous étions arrivés devant ma grille. Olivier s'est garé et a coupé le moteur. Le silence s'est installé dans l'habitacle de la Mercedes, un silence pesant, écrasant. J'ai regardé ma maison, mon hôtel particulier de l'avenue Foch, avec sa façade de pierre blonde et ses volets verts. Mes géraniums rouges sur le balcon du premier étage. La grille en fer forgé que j'avais fait restaurer il y a 10 ans. Mes souvenirs partout. Tu n'es pas obligé de décider tout de suite, a ajouté Olivier d'une voix qu'il voulait rassurante. Prends le temps d'y réfléchir, mais il faut qu'on soit réaliste, papa. Tu as 82 ans, cette maison est trop grande, trop dangereuse pour toi. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas répondre. Les mots restaient coincés dans ma gorge, comme si mes cordes vocales avaient oublié leur fonction. Olivier a sorti ma valise du coffre et m'a accompagné jusqu'à la porte d'entrée. J'ai sorti mes clés de ma poche, ces mêmes clés que je portais depuis 35 ans. Et j'ai ouvert la porte de chez moi. L'odeur m'a frappé immédiatement. Cette odeur de cire et de vieux cuir, mélangée au parfum des roses séchées que Marguerite aimait disposer dans des vases un peu partout. L'odeur de ma vie. « Bon, je te laisse », a dit Olivier. « Tu veux que je t'aide à monter ta valise ?»« Non, ça ira. » Il m'a serré la main, comme un client qu'on quitte après une réunion d'affaires. Puis il est reparti vers sa Mercedes. Je l'ai regardé s'éloigner par la fenêtre du salon. Il était déjà au téléphone avant même d'avoir démarré. Je me suis retrouvé seul dans ma maison. Seul avec cette phrase qui tournait en boucle dans ma tête. Tu deviens un poids. Un poids. Moi, Michel Renaud, qui avait sauvé des milliers de vies, qui avait consacré 50 ans de ma vie à soigner, qui avait élevé 2 enfants, qui avait aimé une femme pendant 47 ans de mariage. J'étais devenu un poids. J'ai monté lentement dans ma chambre, en m'appuyant sur ma canne et sur la rampe de l'escalier. Chaque marche me rappelait ma chute, ma fragilité nouvelle, ma dépendance naissante. Arrivé dans ma chambre, je me suis assis sur le lit que j'avais partagé avec Marguerite. Sur sa table de nuit, il y avait encore son livre de chevet, Orgueil et préjugés, qu'elle relisait tous les 2 ans. Sur la mienne, mes revues médicales et mon carnet de notes. C'est là, assis sur ce lit, que j'ai pris une décision. Une décision de chirurgien. Quand on détecte une gangrène, on coupe. Quand un membre est trop abîmé pour être sauvé, on ampute.
C'est douloureux, c'est radical, mais c'est nécessaire pour sauver le reste. Mes fils voulaient me traiter comme un poids. Très bien. Ils allaient découvrir quel poids ils venaient de perdre. J'ai ouvert le tiroir de ma commode et j'en ai sorti un carnet de cuir rouge. Mon carnet secret, que Marguerite appelait en riant mon livre de compte personnel. À l'intérieur, j'avais noté année après année tous mes investissements, tous mes achats, toutes mes économies. Page après page, j'avais consigné la construction patiente d'un patrimoine dont mes fils n'avaient aucune idée. Ils pensaient que j'étais un simple chirurgien à la retraite. Ils allaient avoir une surprise. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant toutes ces années où j'opérais les plus grandes fortunes de France, j'avais appris bien des choses. J'avais appris comment on fait fructifier son argent. J'avais appris à investir dans l'immobilier parisien quand les prix étaient encore abordables. J'avais appris à acheter des œuvres d'art avant qu'elles ne s'envolent. J'avais appris à créer des sociétés, des holdings, des montages financiers parfaitement légaux, mais savamment orchestrés. J'ai feuilleté mon carnet en souriant pour la première fois depuis des semaines. 28 appartements et 3 hôtels particuliers dans le 16e arrondissement et à Neuilly. Une clinique orthopédique dont j'avais gardé 51% des parts via une holding luxembourgeoise. Une collection de tableaux impressionnistes entreposés dans un coffre de la Société Générale, estimé à 68 millions d'euros par Christie's en 2023. Et les royalties de mes 3 techniques chirurgicales brevetées qui me rapportaient encore 2,7 millions d'euros par an. Au total, 160 millions d'euros. 160 millions que mes fils croyaient inexistants. Ils voulaient m'envoyer en maison de retraite? Parfait. Ils allaient découvrir que le poids qu'ils voulaient se débarrasser était en réalité la fortune qu'ils espéraient hériter. J'ai refermé mon carnet et je l'ai rangé précieusement dans le tiroir. Puis j'ai décroché mon téléphone et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Cabinet de Maître Valois, bonjour. Bonjour, ici Michel Renaud. Est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous urgent avec Antoine? C'est très important. Maître Antoine Valois, mon notaire depuis 30 ans, mais surtout mon vieil ami depuis nos études de médecine. Car oui, avant de devenir notaire, Antoine avait fait 2 ans de médecine avec moi à la Pitié-Salpêtrière. Nous avions 70 ans tous les deux, nous nous tutoyions et je savais que je pouvais compter sur lui. Docteur Renaud, comment allez-vous? J'ai appris pour votre accident. Ça va mieux, Antoine, mais j'aurais besoin de te voir rapidement pour revoir mon testament. Bien sûr, aujourd'hui même si vous voulez, disons 15 heures. Parfait, à tout à l'heure. J'ai raccroché et j'ai regardé l'heure. 13h30. J'avais 1h30 pour préparer la plus belle opération chirurgicale de ma carrière. Pas sur un patient cette fois, sur ma propre famille. Une opération que mes fils n'oublieraient jamais. Je suis arrivé chez Maître Valois à 15h précises. Son étude, située rue de Rivoli face au jardin des Tuileries, occupait tout le 2e étage d'un immeuble haussmannien. Antoine m'attendait dans son bureau lambrissé, assis derrière son bureau d'époque Louis XVI. 70 ans comme moi, cheveux blancs impeccablement peignés, costume 3 pièces marine, il incarnait parfaitement le notaire parisien de tradition. « Michel, bon sang, tu as l'air en forme pour quelqu'un qui sort de l'hôpital. » Il s'est levé pour m'embrasser, ce qui m'a fait chaud au cœur. Contrairement à mes fils, Antoine semblait sincèrement heureux de me voir. « Les apparences sont trompeuses, mon vieux. Assieds-toi, j'ai des choses importantes à te dire. » Je lui ai tout raconté. La chute, l'hospitalisation, l'indifférence de mes fils, et surtout cette phrase d'Olivier dans la voiture. « Tu deviens un poids. » Antoine m'écoutait en silence, ses sourcils se fronçant de plus en plus. « Ces gamins n'ont pas de cœur, » a-t-il fini par dire. « Enfin, Michel, tu es leur père, tu leur as tout donné. Justement, il est temps qu'ils apprennent ce qu'ils vont perdre. Je veux modifier mon testament, Antoine, intégralement. Tu es sûr, dans ton état émotionnel actuel? Je n'ai jamais été aussi lucide de ma vie. Mes fils me considèrent comme un poids. Parfait.
Je vais leur retirer ce poids de leurs épaules, définitivement. Antoine a ouvert un dossier épais marqué « Renaud, Michel, testament ». Rappelle-moi l'état actuel de tes dispositions. Partage équitable entre Alexandre et Olivier. Emma reçoit la collection de tableaux. Le reste en parts égales entre mes deux fils. Et ça représente combien aujourd'hui? J'ai sorti mon carnet de cuir rouge et j'ai posé mes lunettes de lecture. 160 millions d'euros, Antoine. Exactement. Le stylo d'Antoine s'est arrêté net sur le papier. Combien? Tu as bien entendu, 160 millions. Je lui ai détaillé mon patrimoine point par point. Les 28 appartements parisiens que j'avais achetés entre 1975 et 2010, quand les prix étaient dérisoires comparés à aujourd'hui. Les 3 hôtels particuliers à Neuilly. La clinique orthopédique que j'avais officiellement vendue en 2010, mais dont j'avais gardé la majorité via ma holding luxembourgeoise Medical Properties SA. La collection d'impressionnistes dans le coffre de la Société Générale et les royalties de mes brevets chirurgicaux. Antoine prenait des notes, de plus en plus stupéfait. « Michel, mais comment tes fils peuvent-ils ignorer tout ça? Parce que j'ai toujours été discret, et parce qu'ils ne se sont jamais vraiment intéressés à ce que je faisais de mon argent. Ils voyaient juste que papa était chirurgien, que papa gagnait bien sa vie. Point final. Et Marguerite? Marguerite savait tout, bien sûr. Elle m'aidait même pour certaines décisions, mais elle partageait ma discrétion. On a toujours vécu simplement, sans ostentation. Antoine a relu ses notes ébahi. Bon sang, Michel, tu es l'un des hommes les plus riches de France. Et mes fils viennent de perdre 160 millions d'euros en une phrase. Maintenant, voici ce que je veux. Déshériter intégralement Alexandre et Olivier pour ingratitude notoire. Article 1046 du Code civil. Emma devient légataire universelle. Tu es certain? C'est radical. Antoine, ils viennent de me dire en face que je suis un poids. Un poids. Après tout ce que j'ai fait pour eux, tous les sacrifices, toute l'affection. Non, c'est terminé. Emma est la seule à avoir montré de l'amour et du respect pour son grand-père. Antoine a réfléchi un moment, pianotant sur son bureau. Légalement, c'est possible. L'ingratitude notoire est un motif de déshéritement reconnu. Mais il faut des preuves, Michel. Un tribunal pourrait examiner ta décision. J'aurai mes preuves. Fais le testament, Antoine. Je veux que ce soit irréfutable. Nous avons travaillé pendant 2 heures. Antoine rédigeait, je corrigeais. Nous peaufinions chaque phrase. Le Nouveau Testament était un chef-d'œuvre juridique, blindé, inattaquable, définitif. À 17 heures, c'était fini. J'ai signé le document sous le regard attentif d'Antoine et de son clerc. Mes fils venaient de perdre leur héritage sans même le savoir. « Michel, tu veux que je garde ça ici? » « Oui, dans ton coffre le plus sûr. Et prépare-moi une copie certifiée conforme. Je vais en avoir besoin bientôt. » En sortant de l'étude, je me sentais étrangement léger. Pour la première fois depuis ma chute, j'avais l'impression de contrôler à nouveau ma vie. Mes fils pensaient me manipuler. Ils allaient découvrir que le vieil homme avait encore des ressources. Je suis rentré avenue Foch en taxi. Ma maison me semblait différente maintenant. Plus vraiment la leur, déjà plus tout à fait la mienne non plus. C'était devenu le théâtre d'une opération qui allait changer nos vies à tous. Le lendemain matin, vers 10 heures, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par l'interphone. C'était Emma, ma petite fille chérie. Elle portait son manteau bleu marine et son éternel sac à dos plein de livres de médecine. « Grand-papa, tu me manquais. Comment tu vas depuis hier ?» Elle m'a embrassé chaleureusement et m'a suivi dans le salon. Cet enfant rayonnait de joie de vivre et d'affection sincère, l'antithèse absolue de ses parents et oncles. « Ça va mieux, ma chérie. Beaucoup mieux même. J'ai apporté des croissants de ta boulangerie préférée et du bon café. Nous nous sommes installés dans la salle à manger, là où Marguerite et moi prenions tous nos petits déjeuners. Emma a préparé le café comme sa grand-mère le faisait, avec cette attention aux détails qui me touchait toujours. « Grand-papa, il faut que je te dise quelque chose d'important. » Son ton était devenu sérieux. Elle a sorti son téléphone portable et l'a posé sur la table.
Hier soir, j'étais chez papa et maman. Ils ne savaient pas que j'étais là. Je faisais mes devoirs dans ma chambre. J'ai entendu papa téléphoner à oncle Alexandre. Et après, maman a appelé tante Delphine. Elle a marqué une pause visiblement gênée. Grand-papa, ils ont dit des choses horribles sur toi. Mon sang s'est glacé. Je pressentais le pire, mais j'avais besoin d'entendre. Raconte-moi tout, ma chérie. Emma a pris une grande inspiration. Papa a dit à oncle Alexandre, le vieux sort demain, on le place direct en unité Alzheimer de luxe, j'ai déjà versé la compte. Et oncle Alexandre a répondu, parfait. Une fois l'interdiction prononcée, on vend la clinique et les tableaux. J'ai failli m'étrangler avec mon café. Une unité Alzheimer. Il voulait me faire interner de force. Il y a pire, grand-papa. Emma fouillait dans son téléphone. Maman a parlé avec tante Delphine après. Regarde. Elle me montrait des captures d'écran d'un groupe WhatsApp intitulé Renault Succession 2025. Mes propres fils avaient créé un groupe pour organiser ma succession. Je lisais les messages avec une horreur grandissante. Olivier. Acompte versé. 8 500 € par mois. Résidence Les Jardins de Neuilly. Chambre réservée. Delphine. Parfait. Et pour l'interdiction? Karine. Docteur Lemarchand, OK pour certificat médical. 2 000 € honoraires. Il marquera trouble cognitif sévère. Alexandre. Une fois interdit, on a procuration sur tous ses biens. Premier truc, vendre les tableaux chez Sotheby's. Olivier. Approuvé. Karine estime la collection à minimum 50 millions. Karine. Et la clinique? Alexandre. Papa a toujours dit qu'il l'avait vendue. Je vérifie avec notre comptable, mais ça doit valoir dans les 15 millions. Je lisais ces messages avec un mélange de rage et d'incrédulité. Ils avaient tout planifié. L'internement forcé, le faux certificat médical, la vente de mes biens. Et ils sous-estimaient largement mon patrimoine, ce qui était presque insultant. Emma, comment tu as eu ça? Papa a laissé son téléphone dans le salon hier soir. J'ai regardé vite fait quand il était sous la douche. Cette gamine de 21 ans avait plus de cervelle investigatrice que la police judiciaire. Il y en a d'autres, grand-papa. Elle faisait défiler les messages. Je découvrais l'ampleur de leur complot. Ils avaient contacté un médecin véreux pour falsifier un diagnostic de démence. Ils avaient visité la résidence Les Jardins de Neuilly, une unité Alzheimer de luxe à 8 500 € par mois. Ils avaient même calculé combien leur coûterait ma surveillance. 2 visites par mois maximum pour ne pas prolonger ses souffrances. Mes souffrances. Ces monstres parlaient de mes souffrances alors qu'ils organisaient ma mort sociale. Emma, tu as bien fait de me montrer ça. Mais tu te rends compte de ce que ça signifie? Que papa et oncle Alexandre sont des salauds. Pardon pour le mot grand-papa, mais c'est ça. J'ai souri malgré ma colère. Cet enfant avait du caractère. Dis-moi, ma chérie, tu peux me rendre un service énorme. Tout ce que tu veux, grand-papa. Peux-tu continuer à surveiller leurs messages et m'en faire des copies? Bien sûr. Je prends des photos à chaque fois que papa laisse son téléphone. Parfait. Emma serait ma petite espionne. Mes fils ne se doutaient pas qu'ils étaient surveillés par leurs propres filles et nièces. Une dernière chose, Emma. Promets-moi de ne rien dire à tes parents. Pas un mot sur notre conversation. Promis, grand-papa, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais leur donner exactement ce qu'ils méritent. Cet après-midi-là, j'ai appelé le docteur Philippe Moreau, mon ancien collègue qui m'avait opéré. Michel, comment allez-vous depuis votre sortie? Très bien, Philippe. Dis-moi, tu connais un certain docteur Lemarchand? Lemarchand? Quel prénom? Je ne sais pas, mais il exerce apparemment à Paris. Ah, Thierry Lemarchand, un psychiatre. Pourquoi? Simple curiosité. Il a bonne réputation? Philippe a hésité. Comment dire? Il a eu quelques ennuis avec l'ordre des médecins. Certificats médicaux un peu complaisants. Rien de prouvé, mais il y a eu des rumeurs. Parfait. Le docteur Lemarchand était bien le médecin véreux que mes fils avaient trouvé pour falsifier mon diagnostic. Philippe, j'aurais besoin d'un service. Peux-tu me faire passer un bilan neurologique complet?
Je veux m'assurer que ma chute n'a pas eu de conséquences cognitives. Bien sûr, je vous prends un rendez-vous la semaine prochaine. Non, c'est urgent. Demain si possible. Le lendemain, j'étais à l'hôpital américain pour passer une batterie de tests. Scanner cérébral, IRM, test cognitif, évaluation neurologique complète. Résultat, cerveau parfaitement sain, capacité intellectuelle intacte, aucun trouble cognitif. J'avais demandé au docteur Moreau un rapport écrit très détaillé, daté et signé. Ce rapport allait être ma première arme contre le faux diagnostic que préparait le docteur Lemarchand. Les jours suivants, Emma continuait son espionnage. Chaque matin, elle venait me voir avec de nouvelles captures d'écran du groupe WhatsApp Renault Succession 2025. Je découvrais ainsi que mes fils avaient fixé une date, le dimanche suivant. Ils comptaient venir me voir, en famille, pour m'annoncer leur décision de m'interner. Alexandre, dimanche 14h. On y va tous ensemble. Olivier, papa sera sûrement content de nous voir tous réunis. Karine, lol, s'il savait ce qui l'attend. Delphine, j'ai hâte que ce soit fini. Cette comédie me fatigue. Cette comédie, voilà comment mes belles-filles qualifiaient leur affection feinte pour moi. J'ai aussi appris qu'ils avaient rendez-vous avec le docteur Lemarchand le vendredi pour récupérer le faux certificat médical. Et qu'Alexandre avait pris contact avec une étude de commissaire-priseur pour faire estimer ma collection de tableaux. Mes fils sous-estimaient totalement ma fortune, mais ils étaient déjà en train de la dilapider dans leur tête. Olivier rêvait d'acheter un yacht avec sa part. Karine voulait refaire entièrement notre appartement de l'avenue Foch une fois qu'ils en auraient hérité. Alexandre parlait d'investir dans l'immobilier de prestige aux États-Unis. Le vendredi matin, Emma m'a apporté la nouvelle la plus choquante. Olivier, certificat médical récupéré chez Lemarchand, diagnostic, démence sénile modérée à sévère, trouble de la personnalité, perte d'autonomie, recommandation d'internement immédiat. Karine, parfait. Et la procédure d'interdiction? Alexandre, mon avocat dit 3 semaines maximum une fois le dossier déposé. Ils avaient réellement un faux certificat médical. Un document officiel qui me déclarait dément, signé par un psychiatre véreux. J'étais abasourdi par leur audace. Emma, ma chérie, va me chercher une chose dans mon bureau. Dans le tiroir de droite, il y a un carnet de cuir rouge. Apporte-le-moi. Emma est revenue avec mon carnet secret. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à lui expliquer la réalité de mon patrimoine. Ses yeux s'écarquillaient de plus en plus à mesure que j'égrenais les chiffres. Grand-papa, mais tu es milliardaire. Pas loin, ma chérie. Et devine quoi? Depuis avant-hier, tout ça t'appartient. Enfin, t'appartiendra quand je ne serai plus là. J'ai sorti de ma poche la copie certifiée conforme de mon Nouveau Testament. Tu vois ce document? C'est mon testament. Alexandre et Olivier sont déshérités intégralement. Tu es ma seule héritière. Emma a lu le document, bouche bée. Grand-papa, mais ça veut dire que tes parents et ton oncle viennent de perdre 160 millions d'euros en me traitant comme un poids mort. Exactement. Cet enfant exceptionnel a tout de suite saisi les implications. Et ils ne le savent pas? Pas encore, mais ils vont l'apprendre dimanche, en même temps que le reste de la famille. Le reste de la famille? J'organise une petite réunion, ma chérie, une surprise pour célébrer ma sortie d'hôpital. J'ai invité tout le monde. Tes parents, ton oncle et ta tante, quelques vieux amis, et Maître Valois. Emma souriait maintenant, comprenant que son grand-père préparait quelque chose de retentissant. Qu'est-ce que tu vas faire? Une petite opération chirurgicale, ma chérie, comme dans le bon vieux temps. Sauf que cette fois, je ne vais pas sauver des vies. Je vais amputer les membres gangrenés de ma famille. Le samedi, j'ai passé la journée à tout préparer. J'ai fait installer un grand écran dans mon salon relié à un ordinateur portable. J'ai numérisé tous les documents importants. Titre de propriété, contrat, expertise, relevé bancaire, mon Nouveau Testament. J'ai aussi imprimé et plastifié le faux certificat médical du docteur Lemarchand qu'Emma avait photographié.
J'ai appelé quelques vieux amis pour leur demander de passer dimanche après-midi. Le professeur Dubois, ancien chef de service de neurologie. Le docteur Martin, ancien président de l'Ordre des médecins. Maître Rousseau, avocat spécialisé en droit pénal. Des gens respectables qui seraient témoins de ce qui allait se passer. J'avais prévu une petite collation, champagne, petit four, comme pour une vraie réception. Mes fils allaient avoir droit à une fête qu'ils n'oublieraient jamais. Le dimanche matin, Emma est venue m'aider à finaliser les préparatifs. Elle était excitée comme une gamine le matin de Noël. « Grand-papa, j'ai encore des nouvelles du groupe WhatsApp. » Elle me montrait les derniers messages. « Olivier, dernière ligne droite. Dans 3 heures, papa sera au jardin de Neuilly. Alexandre, j'ai hâte de voir sa tête quand on lui annoncera. Karine, moi j'ai hâte de visiter sa maison, notre future maison. Delphine, les travaux de rénovation vont coûter une fortune, mais ça vaut le coup. » Ils se partageaient déjà ma dépouille. Ils visitaient mentalement ma maison, comme si elle leur appartenait déjà. Emma, dans 1 heure, tes parents et ton oncle vont sonner à cette porte, persuadés qu'ils viennent m'annoncer mon internement forcé. Ils ne savent pas qu'ils marchent vers leur propre exécution. À 14 heures pile, la sonnette a retenti. J'ai regardé par l'interphone. Ils étaient tous là. Olivier et Karine, Alexandre et Delphine. Ils avaient mis leurs plus beaux vêtements, comme pour une occasion spéciale. Ce qui était le cas, d'une certaine manière. J'ai ouvert la porte avec mon plus beau sourire. Mes enfants, quelle surprise, entrez, entrez. Ils semblaient un peu surpris de mon accueil chaleureux. Ils s'attendaient probablement à trouver un vieil homme diminué, facile à manipuler. « Bonjour papa », a dit Olivier en m'embrassant sur la joue. « Comment tu te sens ?»« En pleine forme, jamais été aussi bien. Venez au salon, j'ai organisé une petite réception pour fêter ma sortie d'hôpital. » Ils ont échangé des regards perplexes en découvrant le salon transformé, l'écran installé, les coupes de champagne prêtes. « Papa, on a des choses importantes à te dire », a commencé Alexandre. « Moi aussi, mon fils. Mais d'abord, servons-nous un verre. On a des invités qui vont arriver. »« Des invités ?» a fait Karine, contrariée. « Quelques amis, rien de grave. Ah, les voilà justement. » La sonnette retentissait de nouveau. J'ai introduit le professeur Dubois, le docteur Martin, maître Rousseau et maître Valois. Des gens que mes fils connaissaient de réputation, des sommités dans leurs domaines respectifs. Mes chers amis, je vous présente mes fils Alexandre et Olivier, et leurs épouses Delphine et Karine. Les présentations se sont faites dans un climat tendu. Mes fils ne comprenaient pas pourquoi j'avais invité tout ce beau monde. Emma est entrée à ce moment-là, radieuse. « Bonjour tout le monde. Grand-papa m'a dit qu'on fêtait sa guérison. » Olivier a froncé les sourcils. Il ne s'attendait pas à voir sa fille ici. « Emma, qu'est-ce que tu fais là ?»« Grand-papa m'a invité. » « C'est normal, non ?» J'ai tapé dans mes mains pour attirer l'attention. « Mes chers amis, mes chers enfants, merci d'être venus. Comme vous le savez, j'ai vécu une épreuve difficile ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Tellement mieux que j'ai pris des décisions importantes pour mon avenir. » Olivier et Alexandre se sont regardés. Ils pensaient que j'allais leur faciliter la tâche en annonçant moi-même mon départ en maison de retraite. Mais avant tout, j'ai une question à vous poser, Olivier. Mon fils cadet s'est raidi. « Oui, papa ? L'autre jour, dans ta voiture, tu m'as dit quelque chose de très éclairant. Tu te rappelles ?» Olivier a pâli légèrement. Il sentait le piège, sans pouvoir l'éviter. « Je ne vois pas. Voyons, mon fils. Tu m'as dit textuellement, tu deviens un poids. C'était bien ça ?» Le silence s'est abattu sur le salon. Mes invités écarquillaient les yeux. Alexandre regardait ses chaussures. Karine et Delphine semblaient pétrifiées. « Papa, Non, ne t'excuse pas. Tu avais peut-être raison. Peut-être que je suis effectivement devenu un poids. » J'ai allumé l'écran et l'ordinateur portable. D'ailleurs, vous avez tous l'air de partager cet avis. Regardez plutôt. Sur l'écran sont apparues les captures d'écran du groupe WhatsApp Renault Succession 2025.
Mes fils sont devenus livides en voyant leurs messages privés affichés en grand format devant tout le monde. Un poids, disiez-vous mes fils? Un poids, disiez-vous mes fils? Les mots résonnaient dans le salon comme un glas. Sur l'écran, les messages du groupe WhatsApp Renault Succession 2025 s'affichaient un à un, chaque phrase révélant un peu plus la noirceur de leurs âmes. Olivier était devenu blanc comme un linge. Alexandre fixait l'écran avec une expression de terreur pure. Karine et Delphine se regardaient, cherchant désespérément une explication à donner. Mes invités, le professeur Dubois, le docteur Martin, maître Rousseau et maître Valois, lisaient ces messages avec une stupéfaction grandissante. Emma, ma petite fille chérie, se tenait à côté de moi, droite et fière, comme un soldat à côté de son général. « Papa, je peux t'expliquer » a balbutié Olivier. « M'expliquer quoi, mon fils? M'expliquer comment tu as organisé mon internement forcé? M'expliquer ce faux certificat médical que tu as acheté au docteur Lemarchand ?» J'ai affiché une nouvelle capture d'écran, le message où il parlait du certificat médical falsifié. Le professeur Dubois a poussé une exclamation indignée. « Michel, c'est scandaleux. Un faux diagnostic de démence. » Attendez, professeur, ce n'est que le début. J'ai fait défiler les messages suivants, ceux où mes fils calculaient déjà leur part d'héritage, où ils se répartissaient mes biens, où ils visitaient mentalement ma maison comme si elle leur appartenait déjà. Alexandre tentait de reprendre contenance. « Papa, tu ne comprends pas. On s'inquiétait pour ta santé, pour ta sécurité. Cette chute, Alexandre, cette chute qui vous a donné l'idée de me débarrasser de vos épaules. Regardez plutôt ce message de ta femme. » Sur l'écran apparaissait le message de Delphine. « J'ai hâte que ce soit fini. Cette comédie me fatigue. » Une comédie, Delphine? Mon affection pour vous était une comédie? Mes 50 ans de sacrifice pour cette famille, c'était une comédie? Delphine avait perdu toute sa superbe habituelle. Elle cherchait ses mots, balbutiait des excuses inaudibles. Karine tentait de contre-attaquer. « Michel, vous sortez ces messages de leur contexte. Nous pensions sincèrement à votre bien-être. » « Mon bien-être? Vraiment? Alors pourquoi avoir déjà versé un acompte au jardin de Neuilly sans même m'en parler? Pourquoi avoir contacté un commissaire-priseur pour mes tableaux avant même que je sois interné? » Le docteur Martin se tournait vers mes fils avec dégoût. « Messieurs, ce que j'entends dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Organiser l'internement de votre propre père avec de faux documents médicaux. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg, » ai-je ajouté calmement. J'ai sorti de ma poche une enveloppe Kraft, épaisse, et je l'ai posée bien en évidence sur la table basse en verre. « Mes chers fils, mes chères belles-filles, vous vouliez vous débarrasser d'un poids. Vous vouliez hériter de mes maigres économies de chirurgien à la retraite? Eh bien, voyons voir de quoi nous parlons exactement. » J'ai ouvert l'enveloppe et j'en ai sorti le premier document. L'expertise de ma collection de tableaux réalisée par Christie's en 2023. Voici l'évaluation officielle de ma collection d'art. Karine, tu l'estimais à 50 millions d'euros dans tes messages. Tu étais un peu juste. J'ai affiché le document sur l'écran. En gros caractères, on pouvait lire « Estimation globale, 68 000 euros. » 68 millions d'euros. Karine a failli s'étouffer avec son champagne. Mais comment? Nous ne savions pas, bégayait Alexandre. Vous ne saviez pas parce que vous ne vous êtes jamais intéressé à ce que je faisais réellement. Vous pensiez que papa était un simple petit chirurgien qui gagnait correctement sa vie. Vous n'aviez jamais imaginé que papa puisse être, disons, un homme d'affaires avisé. J'ai sorti le deuxième document. Les titres de propriété de mes 28 appartements parisiens. Depuis 1975, j'ai acheté, rénové et loué des biens immobiliers dans Paris. 28 appartements exactement, tous situés dans les 16e et 17e arrondissements. Valeur actuelle d'après l'expertise de 2024. J'ai affiché le document suivant. 92 millions d'euros. Le silence qui a suivi était si pesant qu'on entendait voler une mouche. Olivier regardait l'écran bouche bée, comme s'il voyait un fantôme. 92 millions?
a murmuré Alexandre. Nous n'en sommes qu'au début, mon fils. Troisième document. L'acte de cession de ma clinique orthopédique. Vous pensiez que j'avais vendu ma clinique en 2010? C'est ce que je vous avais laissé croire. En réalité, j'ai créé une holding luxembourgeoise, Medical Properties SA, et j'ai gardé 51% des parts. Devinez combien ça vaut aujourd'hui? Nouveau document à l'écran. 15,2 millions d'euros. Karine s'était assise, les jambes coupées. Delphine se tenait le front comme si elle avait la migraine. Et ce n'est toujours pas fini. Ai-je continué implacablement? Quatrième document. Mes contrats de royalty pour les 3 techniques chirurgicales que j'avais brevetées dans les années 90. Chaque année, les hôpitaux du monde entier utilisent mes techniques pour les prothèses de hanches et les reconstructions vertébrales. Chaque année, je touche des royalties, 2,7 millions d'euros en 2024. Maître Valois souriait discrètement. Il savait où je voulais en venir. Au total, mes chers enfants, votre vieux père, qui devient un poids, possède un patrimoine évalué à 160 millions d'euros. Exactement. Olivier s'est effondré dans le fauteuil Voltaire, la tête dans les mains. Alexandre regardait fixement l'écran comme s'il pouvait changer les chiffres par la force de sa volonté. 160 millions, ai-je répété en savourant chaque mot. Voilà le poids que vous vouliez jeter au jardin de Neuilly. Emma, qui assistait à la scène avec un mélange d'admiration et de stupéfaction, a pris la parole. « Papa, oncle Alexandre, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous avez traité grand-papa comme un déchet alors qu'il est l'un des hommes les plus riches de France, » a complété le professeur Dubois. « Michel, je suis sidéré, complètement sidéré. » Karine tentait un dernier baroud d'honneur. « Michel, nous ne savions pas. Si nous avions su, jamais nous n'aurions... » Quoi? Jamais vous n'auriez organisé mon internement forcé? Jamais vous n'auriez falsifié un certificat médical? Jamais vous n'auriez dit que j'étais un poids? J'ai fait quelques pas vers elle, en m'appuyant sur ma canne d'ébène. « Karine, ma chère belle-fille, laissez-moi vous expliquer quelque chose. L'amour d'un père ne dépend pas de son compte en banque. Le respect dû à un homme de 82 ans ne se calcule pas en fonction de son patrimoine. Vous avez révélé vos vraies natures, et aucune fortune au monde ne pourra effacer ça. » Olivier relevait la tête, les yeux rougis. « Papa, pardonne-nous. On a fait une erreur monumentale. On peut réparer. » « Réparer ? Mon fils, un chirurgien sait reconnaître quand un membre est trop gangrené pour être sauvé. Il faut amputer pour éviter que l'infection se propage. J'ai sorti l'avant-dernier document, mon Nouveau Testament. Voici mon testament, rédigé avant-hier chez Maître Valois. Alexandre et Olivier Renaud sont déshérités intégralement pour cause d'ingratitude notoire, conformément à l'article 1046 du Code civil français. Le testament s'affichait sur l'écran. En lettres capitales, on pouvait lire « Légataire universel, Emma Renaud, petite fille du testateur ». Emma a écarquillé les yeux. Elle savait qu'elle hériterait, mais voir son nom écrit officiellement sur ce document la bouleversait. « Grand-papa, Emma, ma chérie, tu es la seule de cette famille à avoir montré de l'amour sincère pour ton grand-père. Tu es la seule à avoir passé du temps avec moi à l'hôpital. Tu es la seule à avoir voulu connaître mon histoire, mes souvenirs, mes techniques chirurgicales. Tu es la seule à avoir choisi la médecine par passion et non par calcul. » Olivier s'était levé, désespéré. « Papa, tu ne peux pas faire ça. Emma n'a que 21 ans, 160 millions d'euros. Elle ne sait pas gérer ça. » « Détrompe-toi, mon fils. Emma a déjà montré plus de maturité et de sagesse que vous tous réunis. Et elle aura Maître Valois pour la conseiller. » Alexandre tentait lui aussi une approche. « Papa, réfléchis, nous sommes tes fils. Nous avons fait des erreurs, d'accord, mais nous restons ta famille. »« Ma famille », ai-je répété avec amertume. « Ma famille m'organise un faux diagnostic de démence. Ma famille me traite de poids mort. Ma famille vend mes biens avant même que je sois mort. » J'ai montré l'écran où s'affichaient encore leurs messages les plus cruels. Non, Alexandre, vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous avez préféré voir en moi un obstacle financier plutôt qu'un père.
Delphine pleurait maintenant ouvertement. Pas de chagrin pour moi, j'en étais certain, mais de rage de voir s'envoler l'héritage qu'elle convoitait. Maître Rousseau, l'avocat pénaliste que j'avais invité, prit la parole. « Michel, je dois vous dire que ce que vos fils ont fait constitue plusieurs infractions pénales. Tentative d'escroquerie, usage de faux en écriture privée, séquestration arbitraire. Vous pourriez porter plainte. » Je pourrais, maître Rousseau, mais je pense que la justice familiale est parfois plus efficace que la justice des tribunaux. J'ai sorti le dernier document de mon enveloppe, un virement bancaire daté de la veille. Hier matin, j'ai transféré 80% de mes liquidités vers la Fondation Michel Renaud pour l'aide aux étudiants en médecine issus de milieux modestes. Cette fondation, dont Emma sera la présidente dès sa majorité légale, financera chaque année 50 bourses complètes d'études médicales. Emma étouffait un sanglot d'émotion. « Grand-papa, c'est magnifique. Avec les 20% restants, ma chérie, nous vivrons très confortablement, toi et moi, car j'ai une proposition à te faire. » Je me suis tourné vers ma petite fille adorée. « Emma, accepterais-tu de venir vivre avec ton grand-père ? Cette grande maison est bien trop triste pour un vieux monsieur seul, et j'aimerais t'aider à finir tes études de médecine. » Emma s'est jetée dans mes bras, en pleurs. « Oui, grand-papa, 1000 fois oui !» Olivier bondissait de son fauteuil. « Emma, tu ne peux pas abandonner tes parents comme ça !» Emma s'est détachée de moi et a regardé son père droit dans les yeux. « L'abandonner. Papa, c'est exactement ce que tu voulais faire avec grand-papa. Tu voulais l'abandonner dans une maison de retraite avec un faux diagnostic. Tu as perdu le droit de me faire la morale. » Cette jeune fille de 21 ans avait plus de caractère et de droiture que tous les adultes de cette famille réunis. Karine tentait de rattraper le coup. « Emma, ma chérie, tu ne comprends pas. Nous pensions sincèrement que... » « Maman, arrête, j'ai vu vos messages, j'ai lu comme tu te réjouissais à l'idée de redécorer cette maison. Tu ne pensais qu'à l'argent. » Le professeur Dubois s'approchait de moi. « Michel, je dois vous dire que ce que vous venez de révéler me bouleverse, non seulement par la bassesse de vos fils, mais aussi par votre générosité. Cette fondation va changer la vie de centaines de jeunes. Professeur, j'ai eu une vie privilégiée. J'ai pu soigner les plus fortunés de ce pays, qui m'ont très bien payé pour mes services. Il est temps que cette réussite profite à ceux qui n'ont pas eu ma chance, mais qui ont la même passion pour la médecine. » Le docteur Martin ajoutait « Michel, vous redonnez ces lettres de noblesse à notre profession. Bravo. » Maître Valois vérifiait sa montre. « Michel, si vous le permettez, il faudrait que nous formalisions rapidement le transfert de propriété de cette maison vers Emma, pour éviter toute contestation ultérieure. » Excellente idée, Antoine. Je me suis tourné vers mes fils une dernière fois. « Alexandre, Olivier, je vais vous donner un conseil que j'aurais dû vous donner bien plus tôt. Dans la vie, on ne mesure jamais le poids d'un père tant qu'on n'a pas essayé de le porter. Vous avez voulu me traiter comme un fardeau ? Vous venez de découvrir que ce fardeau pesait 160 millions d'euros. Et maintenant, vous ne le porterez jamais. » Alexandre tentait une dernière supplication. « Papa, nous sommes tes fils. Tu ne peux pas nous renier comme ça. Pense à maman. Qu'est-ce qu'elle dirait ?» Cette fois, la colère m'a submergé. « Ta mère. Tu oses parler de ta mère. Sais-tu quels ont été ses derniers mots à ton sujet, Alexandre ?» Mon fils aîné pâlissait. Elle m'a dit « Michel, méfie-toi, les garçons ne te voient plus, toi, ils ne voient que l'argent. Elle vous avait percé à jour depuis longtemps, et moi, pauvre imbécile, je refusais de la croire. » Le salon était devenu silencieux comme une tombe. Mes invités regardèrent le spectacle avec un mélange de fascination et d'horreur. Emma tenait ma main, me donnant la force de continuer. Marguerite aurait été fière d'Emma aujourd'hui. Elle aurait été horrifiée par vous. Olivier tentait un dernier argument désespéré. « Papa et nos enfants. Tes petits-enfants, tu vas les pénaliser eux aussi ? Tes enfants, Olivier ? Tu veux dire Emma, qui a montré plus d'amour et de respect pour son grand-père que toi en 55 ans de vie. Elle sera très bien lotie, ne t'inquiète pas. » J'ai marqué une pause.
Quant aux autres petits-enfants, ils apprendront peut-être par votre exemple ce qu'il ne faut jamais faire à ses parents. Karine explosait enfin. « Michel, vous êtes en train de ruiner 4 vies pour une simple phrase malheureuse. » « Une simple phrase ?» ai-je répliqué, incrédule. « Karine, votre mari m'a dit que je devenais un poids. Vous avez organisé mon internement forcé avec un faux diagnostic médical. Vous vous êtes partagé mes biens avant même ma mort. Et vous appelez ça une simple phrase malheureuse ?» Emma prenait la défense de son grand-père. « Maman, tu te rends compte de ce que tu dis? Vous avez voulu enfermer grand-papa dans un mouroir, avec de faux papiers, c'est criminel. » Delphine tentait de sauver les meubles. « Michel, nous étions inquiets pour votre sécurité. Cette chute nous a fait peur. »« Assez, » ai-je tonné, frappant le sol de ma canne. « Assez de mensonges, assez d'hypocrisie. Vous étiez inquiets pour mon patrimoine, pas pour ma sécurité. » J'ai fait quelques pas vers la porte d'entrée. « Maintenant, sortez de chez moi. »« Sortez de chez nous !» ai-je ajouté en regardant Emma. « Cette maison ne vous appartient plus. Ces meubles ne vous reviendront jamais. Cet argent ne sera jamais le vôtre. » Alexandre s'approchait, les larmes aux yeux. « Papa, je t'en supplie. » »« Non, Alexandre. Un chirurgien n'hésite jamais quand il faut amputer. L'anesthésie est terminée. L'opération est finie. » Mes 4 ingrats se dirigeaient vers la sortie, décomposés. Olivier se retournait une dernière fois. « Papa, tu le regretteras. Sans nous, tu vas être seul. » Emma s'interposait entre nous. « Il ne sera jamais seul. Il m'a à moi. Et contrairement à vous, moi, j'aime vraiment grand-papa. » La porte s'est refermée sur eux. Le silence est retombé sur le salon. Mes invités me regardaient avec respect et admiration. Le professeur Dubois a rompu le silence. « Michel, je n'ai jamais assisté à une leçon de justice aussi magistrale. Professeur, en 50 ans de chirurgie, j'ai appris qu'il faut parfois couper dans le vif pour sauver l'essentiel. » Maître Valois s'approchait de moi. « Michel, techniquement, tout ce que vous venez de faire est irréprochable. Vos fils ne pourront jamais contester ce testament. » Tant mieux, Antoine, je ne veux plus jamais entendre parler d'eux. Emma s'accrochait à mon bras. « Grand-papa, tu es sûr que tu ne regretteras pas? Ma chérie, regarde-moi bien. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui regrette ?» Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais léger, libéré, débarrassé du poids mort de cette famille qui m'étouffait. « Emma, nous allons être très heureux ensemble. Tu finiras tes études de médecine, tu deviendras le meilleur chirurgien de ta génération, et nous aiderons des centaines d'étudiants à réaliser leurs rêves. » 3 mois plus tard, ma nouvelle vie avait pris forme. J'avais vendu l'hôtel particulier de l'avenue Foch, trop de souvenirs douloureux maintenant, et acheté un magnifique appartement avenue Kléber, entièrement adapté à mon âge et rénové pour accueillir Emma. Ma petite fille avait emménagé avec moi et continuait brillamment ses études. Chaque soir, nous dînions ensemble en discutant de médecine, d'art, de littérature. Elle me racontait ses cours, ses stages, ses projets d'avenir. Moi, je lui transmettais mon expérience, mes techniques, mes souvenirs de chirurgien. La Fondation Michel Renaud était officiellement lancée. Nous avions déjà sélectionné les 50 premiers boursiers, des jeunes issus de familles modestes mais brillants et passionnés par la médecine. Emma présidait le jury de sélection avec une maturité qui m'émerveillait chaque jour. Mes anciens collègues venaient régulièrement nous rendre visite. Mon appartement était devenu un salon où se croisaient les plus grands noms de la médecine parisienne. Emma rencontrait des professeurs, des chefs de service, des chercheurs. Son réseau se construisait naturellement. Et mes fils? Alexandre avait perdu plusieurs gros clients dans l'immobilier. Le scandale avait fait le tour du 16e arrondissement. Plus personne ne voulait traiter avec les fils qui ont voulu interner leur père. Olivier avait dû vendre sa Mercedes et renoncer à ses projets pharaoniques. Karine avait dû reprendre un travail salarié, elle qui se vantait de ne vivre que de ses rentes. Il m'avait envoyé quelques lettres, quelques tentatives de réconciliation. Je les avais toutes jetées sans les ouvrir.
Un membre amputé ne repousse jamais. Un soir de décembre, Emma et moi regardions tomber la neige depuis notre salon, avec vue sur la tour Eiffel. Elle préparait ses examens de fin d'année. Moi, je lisais les dernières revues de chirurgie orthopédique. « Grand-papa ?»« Oui, ma chérie. Tu es heureux ?» J'ai posé ma revue et je l'ai regardée. Cette jeune fille exceptionnelle qui illuminait mes vieux jours, qui avait choisi de partager sa vie avec son grand-père plutôt qu'avec des parents cupides. Emma, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Moi aussi, grand-papa. Moi aussi. Dehors, Paris scintillait sous la neige. Dans notre salon chaleureux, nous étions bien tous les deux. Une famille recomposée par l'amour et non par l'intérêt. Quand on me demande aujourd'hui si je regrette ma décision, je réponds toujours la même chose. On ne mesure jamais le poids d'un père, tant qu'on n'a pas essayé de le porter. Mes fils ont voulu me traiter comme un fardeau, j'ai simplement retiré ce fardeau de leurs épaules. Maintenant, je suis enfin léger, et eux, ils découvrent ce que pèse vraiment l'absence d'un père. Un vieux chirurgien sait exactement où couper pour que plus rien ne fasse mal, sauf à ceux qui l'ont méprisé. L'amputation a été douloureuse mais nécessaire. Maintenant, le reste du corps peut enfin guérir et vivre en paix. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que ce n'était pas facile à entendre. Parfois, la justice ressemble à une opération chirurgicale. C'est radical, c'est définitif, mais c'est la seule façon de sauver l'essentiel. Qu'en pensez-vous? Ai-je eu raison d'agir ainsi? Ou aurais-je dû pardonner à mes fils? Laissez-moi votre avis en commentaire. Votre perspective compte beaucoup pour moi.